The road ahead will not be easy. I can attest personally that in my work as the Director of National Intelligence, the deep state is fighting us every step of the way. And it exists within every single federal agency. And so I feel the same frustration that I see many of you expressing on X or in different platforms about why aren't things going faster? Why aren't we getting results more quickly? I feel this frustration every single day. We are pushing hard. Know that they are pushing hard back. It's okay. We're not going anywhere. We're here to fight for you and to fight for the red, white, and blue that's behind you. We can't do this alone. It will take all of us who love our country and who deeply cherish our freedoms to stand united in this fight. It's going to come with hardship and sacrifice. As you know, it comes with name-calling and smears and lies and attacks. But here's the beautiful thing, is the harder they push back, the more smears and lies that are published in the Washington Post and the New York Times and the Atlantic and many others, the more we know that we are exactly on the target. De Rome et la sortie du premier rapport Meadows de 1972, ces gens qui représentent en gros, grosso modo, qu'on peut qualifier finalement de chambre de commerce internationale, ne cachent pas leurs objectifs de dépopulation. Ils l'affichent ouvertement et sereinement. Nous avons des nouveaux développements avec les Georgia Guidestones, de cette réduction drastique de la population mondiale. Une pierre énorme qui est apparue un peu comme une pierre philosophale dans une nuit, dans un champ au milieu de la Géorgie, et qui explique qu'il faut que la population mondiale soit limitée à 500 millions d'âmes si nous voulons pouvoir vivre en osmose avec la nature. En tout cas, personne n'a fait enlever Ah bah non, personne ne les a fait enlever, oui. Effectivement. Et alors, il y a une chose intéressante sur les Georgia Guidestones, c'est qu'il y a 8 langues. Tous les commandements, parce que c'est une sorte de commandement à destination de l'humanité, ces commandements sont écrits en 8 langues, mais parmi les 8 langues, vous noterez qu'il n'y a pas le français. Or, le français est la 5e langue la plus parlée au monde. Donc, il y a bien évidemment quelque chose qui interpelle. On se dit que, quelque part, la France doit disparaître de leur modèle parce que, justement, nous sommes le contre-modèle. Et c'est justement parce que nous sommes, dans notre fonctionnement historique, un contre-modèle à ce que veulent nous imposer ces financiers apatrides, finalement, la France représente ce qu'il faut faire disparaître. Et pourquoi? Donc en quoi la France représente le contre-modèle globaliste? La France, par son histoire, par sa langue, qui est beaucoup plus tournée vers l'humanisme, qui est une langue de précision, qui est une langue de discernement. Le français permet le discernement parce que c'était une langue qui était très riche, et justement dans un modèle de domination, le discernement est justement ce qu'il faut éviter. Donc, dans la mesure où vous avez une langue qui permet le discernement, qui a des références historiques solides et qui repose sur des fondations humanistes, il est bien évident que c'est tout ce qu'il faut abattre pour imposer une domination réelle. Mais écoutez, ce matin, un petit coup de gueule, parce que je pense quand même que on est entouré d'incompétents et d'incapables qui se rendent pas compte de la situation. Voici ma dernière facture d'électricité. Bon, bah voilà quoi, 83,44 €, on fait pas forcément attention, hein, puisque c'est prélevé. Électricité, relevé Enedis, 38 €, bon, ok, ça correspond. Prestation 35,67, on se dit, bah, c'est l'allocation de compteur, la TVA, bah il en faut, hein, donc voilà. Puis après, quand même, des fois, il faut aller en page 2. Donc je vais en page 2. Voilà, donc c'est bien 83,44. Bon, on va regarder dans le détail. Abonnement 29,18. Taxes et contributions 38,02. Prestations hors TVA 35,67. Et ce qui est important, tout ça, c'est la consommation. Rappelons qu'on a 83,44 € TTC. Consommation heure creuse, heure pleine, je fais très attention. 2,95 €.
2,95 €, et in fine, j'ai une facture de 83,44 €. 2,95 hors taxe, 83,44 € à la fin. Il n'y a pas un problème, là, quand même. On le savait que l'électricité augmentait au mois de juillet, mais enfin, quand même, là, j'appelle ça du racket. Va falloir qu'ils arrêtent, ça va finir mal. Voilà, bah regardez tous votre facture EDF. Vous verrez où passe votre pognon comme ça. Et puis bonnes vacances à tous surtout. Et ce que vous expliquez aussi, c'est que pour éviter de subir ce racisme anti-blanc, on observe une certaine adaptation, un certain mimétisme, une certaine assimilation à l'envers. Oui. Moi, j'ai été confronté à des témoins. C'est la plupart des gens, on les perd, ceux qui s'assimilent à l'envers, parce qu'ils se racaillisent, ils adoptent des formes de dimitude, hein, et certains vont jusqu'à la conversion. Moi, j'ai un témoin à Lyon qui s'appelle Paul, hein, qui est devenu Ibrahim, et en tant que Ibrahim, il en est revenu, hein, bien sûr. Désormais, c'est un militant identitaire à Lyon Populaire. Hein, il en est revenu, mais quand il est devenu Ibrahim, et c'est fascinant ces mécanismes d'assimilation à l'envers, il attaquait des blancs en tant que blanc, alors que lui-même était blanc. Voilà, c'est pour ça que je vous demandais ma première question. Qui sont les auteurs? Eh ben, alors, les auteurs... En général, comme vous dites, ils peuvent être effectivement non blancs, mais ils peuvent aussi être blancs. C'est intéressant. Ils peuvent être des blancs, oui, c'est le cas de phénomènes d'assimilation à l'envers, hein, avec des logiques d'identification en miroir dans un univers où la hiérarchie de prestige, c'est plutôt l'islam, hein, d'où le choix de Paul devenant Ibrahim, parce qu'il y a un rapport de force. Je les accable pas. Hein. On parle de jeunes gens qui sont totalement minoritaires, hein, dans des univers scolaires, dans des quartiers. Surtout dans les collèges, vous dites. Dans les collèges, principalement, mais pas que, où ils sont totalement minoritaires. Donc ils doivent s'adapter à l'univers environnant, à la jungle environnante. Et s'adapter à la délinquance et à la délinquance jusqu'à la conversion. De cette pétition, vous la signez, la tribune de Isaac Atia? Non, pour au moins deux raisons. D'abord parce que je ne suis pas compétent, je ne suis pas historien spécialiste de la Shoah ou spécialiste des génocides. Et ensuite parce que je préfère suivre l'avis de gens qui ont cette qualification, en l'occurrence Amos Goldberg, qui est titulaire de la chaire d'études sur la Shoah à l'université hébraïque de Jérusalem, il dit que c'est un génocide. Daniel Blackman, qui est historien israélien spécialiste de la Shoah à l'université hébraïque de Jérusalem, il dit que c'est un génocide. Et Omar Bartov, qui est un historien israélien spécialiste de l'Holocauste et des génocides, il dit que c'est un génocide. Donc oui, je n'ai rien contre l'opinion exprimée par une linguiste, et moi je suis politologue, donc ce n'est pas mon domaine de spécialité, ce n'est pas son domaine non plus, je n'ai aucun problème avec ça, on a tous le droit d'avoir un avis, mais je vais suivre l'expertise exprimée par ces historiens spécialistes des génocides qui eux du coup savent de quoi ils parlent. Oui, je suis content qu'on parle des Arabes israéliens, c'est un sujet qui est insuffisamment abordé et ça me permet aussi de répondre par la même occasion sur ce sujet à ce qu'avait dit Julien Audoul, parce que j'ai un désaccord avec lui sur ce sujet qui est très important, c'est de qualifier Israël de démocratie. Je ne suis pas d'accord, Israël n'est pas une démocratie, Israël est un régime d'apartheid. Je vous donne des exemples. C'est pas possible. Julien, je vous ai interrompu. Oui, on peut pas dire ça. Je vous donne des exemples. Mais voilà, la provoque est tellement énorme. Non, je vais vous donner on argumente, je vous donne des exemples factuels. Sinon, voilà, faut pas être dans le slogan. La loi État-nation, c'est pas moi qui l'invente, elle dit bien que le droit d'autodétermination nationale, il est réservé aux Juifs. Excusez-moi, les mots ont un sens. Ça veut dire que les Arabes israéliens sont littéralement des citoyens de deuxième catégorie. Deuxième exemple, en 2020, la justice israélienne, pas moi, la justice israélienne, elle a donné raison au maire d'une commune qui a refusé de financer le transport scolaire des familles arabes israéliennes au motif qu'elles étaient arabes. C'est pas de la ségrégation, ça peut-être? Troisième exemple, la loi, j'ai bien dit la loi. Parce que sinon, c'est pas de l'apartheid, il faut que ce soit dans la loi. La loi sur les comités d'admission, elle autorise des communautés en Israël, donc des ensembles urbains, à refuser des candidats arabes israéliens au seul motif qu'ils sont arabes. Si ça, c'est pas de l'apartheid, je ne sais pas ce que c'est. Et j'ajoute que, bon alors, c'est documenté par des rapports d'Amnesty, de Human Rights Watch, etc. Et je rappelle surtout que l'apartheid, c'est pas juste un jugement moral, c'est un crime contre l'humanité d'après la Convention internationale de 1973. Donc oui, on a un problème. Israël est une démocratie. Je peux répondre. Je termine juste et je vous rends la parole volontiers. Israël est une démocratie libérale au sens politique du terme. Je suis d'accord avec vous, à condition de ne pas être arabe. Pourquoi ça coûte moins cher construire ailleurs qu'au Québec? Simple, là. Il y a moins de syndicats, il y a moins de bureaucratie, on a réglé le problème. Notre construction au Québec est énormément réglementée. Les syndicats sont vraiment puissants. Puis dans ce cas-là, je suis obligé de le dire, le syndicat gangrène totalement les chantiers. Ça s'est déjà sorti à la commission Charbonneau, il y avait un tuyauteur qui parlait. Il disait, je pouvais souder 24 tuyaux dans ma journée. Les gars du syndicat me disaient, t'en soudes 2.
pas plus, pour protéger la job des gars. Il y a ça, il y a le fait que si t'as pas tes cartes de compétences, tu peux pas travailler. Tu peux pas venir travailler au Québec, donc le bassin d'employés est plus limité. Moi, je suis au Québec, je peux aller travailler en Alberta, c'est pas un problème. Je peux aller travailler en Alberta, en Ontario, c'est pas un problème. Mais personne peut venir travailler ici. Fait que nécessairement, si tu empêches la main-d'œuvre et tu restreins ta main-d'œuvre qui peut venir apprendre, qui peut venir travailler, nécessairement, c'est que tu crées une rareté. Puis qui crée rareté, l'offre et la demande, ben ultimement, ça fait monter les prix aussi nécessairement. T'as énormément d'instances gouvernementales. T'as énormément de taxes. Une taxe ici, un permis pour ça, une autre taxe là, un permis ça, une taxe. Ben, imagine tout ça, ça finit par être refilé au client, qui fait augmenter le prix. C'est un paquet de facteurs qui fait en sorte que ça coûte plus cher. Il est évident que les Chinois regardent ce qui se passe en Ukraine très attentivement. Ouais. Donc, le général tout à l'heure le disait, la Russie a gagné. C'est pas la peine de tourner autour du pot. Bon, on y reviendra d'ailleurs oui, ensemble. C'est une évidence. La Russie, le général le disait. Il disait, nous, les généraux, on parle de la réalité, on parle pas de ce qu'on voudrait. La Russie a gagné la guerre, c'est tout. Et les 4 oblasts en question, elles sont occupées par la Russie. Et je peux vous dire que là, c'est une évidence que l'Ukraine ne les reprendra pas de sitôt. Alors, il est possible que la guerre reparte dans 10 ans, mais pas avant. Donc, invitez tous les intellectuels moralistes que vous voudrez, ils vous diront autre chose que moi. Mais moi, je suis plus proche du général parce que je regarde les choses en face et puis parce que je pense que c'est l'Ukraine qui a déclenché cette guerre avec la guerre du Donbass, voilà. Et que c'était une connerie monumentale que de déclencher en 2014 une guerre contre les russophones de l'Est et que ça ne pouvait pas bien se terminer. C'est une catastrophe qui était programmée à partir de 2014. Et là, c'est un petit peu ce qui s'était passé avec la Géorgie, où les Américains ont laissé croire aux Ukrainiens qu'ils pouvaient y aller, qu'ils allaient les aider. Ce qui est vrai, ils les ont aidés. Mais la vérité, c'est que la guerre du Donbass, elle a fait pratiquement 15 000 morts. Elle a été atroce. Il y a eu 6 000 civils massacrés par des milices ukrainiennes abominables. Et donc, ça ne pouvait pas bien se terminer. Pardon de dire ça, mais c'est tellement évident. C'est juste la réalité historique, c'est tout. Alors je sais que ça plaît pas à mes copains moralistes parce que de toute façon il faut dire que Poutine c'est Hitler, mais non, Poutine c'est pas Hitler. Voilà, il n'a pas encore tué 6 millions de juifs. Voilà, en revanche les Ukrainiens étaient bien partis. C'est très compliqué ce qui se passe. Les bêtes sont en pleine forme, c'est des bêtes lourdes, elles ont du mal à mourir. C'est inhumain ce qui se passe. D'autant plus qu'il y a des recours là qui sont en route. On a un recours au Conseil d'État. Normalement, le recours est suspensif. On va bien attendre demain. Si le recours il est perdu au Conseil d'État, ça serait quand même un choc de moins. Mais bon, s'il s'avère que le recours on gagne là-bas, ce sera un crève-cœur supplémentaire. Bon, de toute façon, les éleveurs, ils peuvent pas assumer ça. Ils pleurent tous la mesure que les bêtes tombent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On peut pas se battre plus que ça contre l'État. Je pense qu'on a fait tout ce qu'il fallait et vous avez tous bien relayé. Ils veulent mettre la force en face, c'est pas possible. Pierre-Jean, il peut pas assumer ça. Bon, un jour de plus, ça nous aurait peut-être donné une chance de plus. Ils ne veulent pas la donner. Je peux pas vous en dire plus. On est défait, démonté. Pierre-Jean, c'est pas ce qu'il est. Il est parti dans les bois. J'espère qu'une chose, c'est qu'il fera pas une connerie aujourd'hui, c'est tout. Je peux pas en dire plus, écoutez, excusez-moi, mais c'est compliqué. Vous ne devinerez jamais où partent vos impôts chaque nuit en Île-de-France. Chaque nuit, plus de 52 000 chambres d'hôtel sont financées par l'État pour loger des migrants en situation irrégulière. 1,2 milliard d'euros par an. Et ça, c'est juste pour l'Île-de-France. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Pendant qu'on vous parle d'économie, de réforme fiscale, pendant qu'on réfléchit à augmenter vos impôts, des milliards d'euros sont engloutis dans un business migratoire opaque. Les juges, les avocats, les journalistes, les ONG, tous ceux qui vous disent qu'il n'y a pas d'invasion migratoire, sont souvent ceux qui en profitent le plus. Tenez-vous bien, le Conseil constitutionnel a même décidé que vous, les contribuables, devez financer l'aide juridictionnelle pour les clandestins. Résultat, une armée de migrants illégaux qui inondent nos tribunaux pour obtenir leur régularisation, à vos frais, et derrière tout ça, des avocats bien payés. Une machine qui tourne à plein régime. Mais qui profite réellement de cette industrie de l'immigration clandestine? Taguez quelqu'un qui doit voir ça. Partagez cette vidéo. Faites exploser cette vérité, car personne d'autre ne vous la dira. Et n'oubliez pas de vous abonner. Les implications de cela sont franchement tout simplement historiques. Plus d'une centaine de documents que nous avons publiés vendredi détaillent et fournissent des preuves de la manière dont cette conspiration de trahison a été dirigée par le président Obama.
quelques semaines seulement avant qu'il ne quitte ses fonctions, alors que le président Trump avait déjà été élu. Ce n'est pas une question de démocrate ou de républicain, c'est une question tellement grave qu'elle devrait inquiéter chaque Américain, car elle touche à l'intégrité de notre République démocratique. Ce que nous avons vu se produire ici, comme les documents que nous avons publiés le décrivent en détail, c'est qu'un président en exercice des États-Unis, ainsi que son cabinet et son équipe dirigeante, n'étaient tout simplement pas satisfaits du fait que le président Trump ait remporté l'élection, que le peuple américain ait choisi Donald J. Trump pour être le prochain président, commandant en chef des États-Unis. Ils ont donc décidé de faire tout leur possible pour tenter de saper sa capacité à accomplir ce pourquoi les électeurs l'avaient mandaté. Ainsi, ils ont créé cette pièce de renseignement fabriquée, affirmant que la Russie avait aidé Donald Trump à être élu, ce qui contredisait toutes les autres évaluations faites auparavant, dans les mois précédant l'élection, qui disaient exactement le contraire, que la Russie n'avait ni l'intention ni la capacité de pirater, entre guillemets, l'élection présidentielle américaine. L'effet de ce que le président Obama et son équipe de sécurité nationale ont fait a été de détourner la volonté du peuple américain, de saper notre République démocratique et de mettre en œuvre ce qui reviendrait essentiellement à un coup d'État de plusieurs années contre le président Trump, dûment élu par le peuple américain. No, Barack Hussein Obama is the ringleader. Hillary Clinton was right there with him, and so was Sleepy Joe Biden, and so were the rest of them. Comey, Clapper, the whole group. And they tried to rig an election, and they got caught. And then they did rig the election in 2020. And then because I knew I won that election by a lot, I did it a third time, and I won in a landslide. Every swing state won the popular vote. But I won that all the same way in 2020. And look at the damage that was caused. 2008, something unbelievable happened for us in the FBI. We were getting lots of rumors about this high-level asset that worked for several intelligence agencies at the same time. He worked for the Saudi intelligence service. He worked for the CIA, and he was being developed as a political asset in Chicago, Illinois. He was not even a United States citizen, but it was said that he was a student visa and that he was a national from another country. In 2008, everyone in the intelligence structure found out who he was. It was this individual whose name I don't like to say, who became president in 2008 of the United States. And I will faithfully execute the office of President of the United States. The office of President of the United States. One of his code names was Renegade. His real name was Barry Soetoro, but he adopted a different name for his political career. When they ran him for president, the cabal, basically, this was the culmination of so many of their plans for so many years. His mission was to destroy the United States from within, one institution at a time. One of the things he did, of course, was he defunded our military. He brought down the resources that they got. But then he ordered our military in many, many instances and in various theaters to attack our allies and to defend and supply and help our enemies. That's exactly how he created ISIS. He would say publicly that the military were going to bomb our enemies, but then he would have the military actually bomb enemies of ISIS, our allies. He gave ISIS funding and equipment by basically ordering our military to take equipment into a certain theater and then abandon it. And the commanders would say, that's ridiculous. We'd just be handing that stuff over to ISIS. And the president's office would say, don't question orders, just follow your orders. This is where authorities say 6 children, the youngest only 3 years old, were victimized repeatedly over more than a year. It's an underground storm shelter near the home of William Chase McElroy, one of the men charged with raping and sodomizing the children, as well as kidnapping and human trafficking. Inside the storm shelter, there were chairs and beds and things of that nature. And the children were drugged by Mr. Trejos and tied to the bed and to the chair and to a pole.
and then people would come and pay money to have sex with these children. Assistant District Attorney Brian Jones says there could be more victims and more alleged perpetrators. He says the grand jury has indicted a fourth person, but he can't release that name because that person hasn't been arrested yet. But he says we may never know the full extent of the horrors that happened here. There are some allegations with individuals that we will have a hard time identifying just because we don't know their names. And the children were drugged, according to one of the co-defendants, and so they may not be able to recognize or be able to identify anyone. Jones says many of these details came from some of the defendants themselves. This has been a tough case for investigators and prosecutors, one they've been looking into since the first of the year. It absolutely infuriates me, but we have to kind of put that aside and just do the job. That's all we can do. It could be some comfort to investigators and authorities to know that the crimes these defendants are charged with come with a minimum mandatory sentence of life in prison without the possibility of parole. That the Canadian Parks have revoked our permit in Halifax because of credible threats. And this is the classic playbook of the media, of the anti-Christian bigots out there that hate Christians. Évidemment très contente que l'événement soit annulé. Sean Feucht, un artiste controversé de musique chrétienne, conservateur proche du mouvement MAGA, devait se produire vendredi à Expo-Cité. On se demande vraiment pourquoi Expo-Cité a accepté ça à la base. Le groupe qui organise cette tournée-là a un message religieux extrêmement conservateur, très visible, très clair. What are you talking about? Feucht est un proche du mouvement Make America Great Again. Sur les médias sociaux, on le voit prier avec le président Donald Trump et faire une accolade à Pete Hegseth, le secrétaire de la Défense et ancien présentateur à Fox News. Not a good idea. On est contre les messages d'intolérance qu'ils nous livrent. C'est sincèrement une intolérance dont la société n'a pas de besoin. On est pour la liberté d'expression, mais il faut respecter les droits humains. What are you talking about?投资110多亿，占地面积2万多亩。该光伏发电站将由数千个太阳能电板组成，覆盖在广阔的海面上。